Ad litteram. Ad litteram. La Constitution expliquée à la lettre. Ad litteram. Par Amel Cheheb. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Cher Salsabil Arlibi, bonjour. Bonjour Amel, bonjour à toutes et à tous. On revient dans cette quatrième et dernière partie consacrée aux articles 14, 15 et 16, précisément à l'article 15, dont on a expliqué quelques notions. Dans l'article 15, Salsabil, il est dit « L'administration publique est au service du citoyen et de l'intérêt général ». Est-ce qu'il y a une administration qui n'est pas publique et qui ne sert pas l'intérêt général? Oui, nous avons un secteur public et un secteur privé. Est-ce qu'il y a une administration qui ne sert pas à l'intérêt général? Aussi, on peut avoir une administration privée qui sert à l'intérêt général, mais une administration publique ne peut servir que l'intérêt général. Une administration privée est une administration qui concerne l'initiative privée, qui gère un intérêt privé, mais elle peut avoir en charge la gestion d'un intérêt public. Imaginez d'ailleurs, les personnes publiques elles-mêmes peuvent, par le biais de concessions par exemple, concéder à des personnes privées la charge d'exploiter des services publics. Nous avons une personne privée ou une entreprise privée qui bénéficie d'une concession de service public, si vous voulez. Donc elle gère un intérêt général sous évidemment le contrôle ou l'autorité publique, mais une personne privée peut gérer un intérêt général. On est bien d'accord qu'on n'est pas en train de parler de la privatisation. Non, non, pas du tout, absolument du secteur pas. public. Non, non, privatisation, c'est délester carrément Voilà. et laisser à la concurrence, à la libre concurrence, le soin de gérer un secteur particulier, une activité particulière. La concession du service public, c'est autre chose et elle obéit d'ailleurs à des règles bien particulières qui sont posées par l'administration elle-même ou l'autorité publique elle-même. Mais administration publique, c'est un intérêt général. Alors, comment l'administration publique devrait-elle servir le citoyen et la citoyenne? C'est très intéressant de revenir à cet article 15 et ça nous donne une idée sur l'importance qu'accorde cette constitution en particulier à l'administration. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente de la mission et de l'importance de la mission de l'administration publique. C'est la première fois qu'on a un article de cette importance, l'importance de l'article 15 qui concerne l'administration. D'accord. On avait dit à une autre occasion que la seule occurrence sur l'administration dans la Constitution de 59, c'était dans l'article 60 qui disait le Premier ministre dispose de l'administration et de la force publique. Là, on a un article très étoffé qui parle des principes sur lesquels repose l'administration publique et sur les règles de son fonctionnement. Avant d'arriver au principe, j'aimerais bien savoir comment est-ce que l'administration doit servir le citoyen. Est-ce qu'on peut expliquer aussi cette notion très importante qu'est l'intérêt général? L'intérêt général, c'est une notion d'abord qui est à contenu variable. Il n'y a pas une définition précise, figée. Absolument précise ou ni figée de l'intérêt général. Tout ce que l'on peut dire que c'est un intérêt, c'est par opposition à des intérêts de classe ou des intérêts personnels ou particuliers ou corporatifs ou tout ce que vous voulez. Est-ce que l'intérêt général devrait absolument concerner la totalité de la population ou un public large au sein de la population? La définition de l'intérêt général ne repose pas sur le nombre de personnes ciblées par le service rendu. C'est juste pour dire que c'est un intérêt qui n'est pas personnel, qui n'est pas particulier. C'est-à-dire il peut cibler un groupe restreint de personnes, d'usagers. Mais ces usagers, ils ne sont pas envisagés par l'administration qui présente leur service intuitu personné pour leur personne, mais pour leur qualité. C'est-à-dire, par exemple, les soins, le service des soins ne concerne pas la totalité de la population. Il concerne les personnes qui sont malades. Mais ces personnes malades, ça peut être n'importe qui. Et quelle que soit la personne malade, elle doit pouvoir bénéficier des mêmes soins dans les mêmes conditions. L'article dit que l'administration est organisée et agit conformément à un certain nombre de principes. Oui. Nous avons déjà vu le sens du principe de neutralité, donc on va passer un à un les autres principes et on commence par l'égalité. L'égalité, c'est-à-dire plus que la faculté, le droit dont dispose chacun d'accéder aux services publics sans discrimination. L'État doit agir avec les administrés, l'administration plus particulièrement, doit agir avec les administrés, tous les administrés, sans discrimination aucune. Et offrir ces services sans prendre en considération ni le sexe, ni la religion, sans se poser des questions, ni sur la fortune, ni sur la naissance, ni sur rien du tout. Elle doit être à égale distance de tous, elle doit offrir les mêmes services avec la même qualité pour tous. On arrive au principe de continuité du service public.
il prolonge celui de la continuité de l'État. Et il se traduit par l'obligation pour l'administration de pourvoir sans interruption aux services nécessaires à la vie sociale, comme la sécurité, la police, la protection civile par exemple, mais aussi la santé, les transports, l'enseignement, la distribution de l'eau, d'électricité, etc., etc. Le défi le plus important au principe de continuité du service public, c'est le droit de grève, qui est garanti par la même Constitution. Nous avons d'une part un principe qui structure, qui fonde l'administration, qui est la continuité du service public, mais nous avons d'un autre côté, dans un autre chapitre, un droit qui est reconnu et protégé par la Constitution, c'est le droit de grève. Donc c'est pour cela qu'il sera dans l'avenir très très important de trouver le point d'équilibre entre la nécessité, l'obligation d'assurer un service public sans interruption. Le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est cette possibilité de télescopage entre le principe de continuité et entre le droit de grève reconnu à l'article 36. Absolument, garanti tout à fait. C'est une question très délicate parce qu'il faut assurer les deux en même temps et donc trouver un point d'équilibre. Il y a aussi dans cet article 15, je rappelle qu'on est en train d'examiner l'article 15, cette notion de principe des règles de transparence. Les usagers de l'administration ont souvent le sentiment d'être en face d'une boîte noire dans laquelle on ne sait pas trop ce qui se passe, comment sont traités les dossiers, comment sont gérés ou offerts les services, etc., etc. Alors le principe de transparence vient mettre donc à la charge de l'administration l'obligation d'informer les administrés, de communiquer avec eux, de mettre à leur disposition toutes les informations et ou les documents qui se rapportent à l'activité et aux interventions de l'administration. En fin de compte, la transparence vise à mettre fin au paradigme de la boîte noire ou opaque, auquel va se substituer celui de l'ouverture et de la clarté. Elle permettra ainsi d'installer un climat de confiance. Donc c'est la transparence qui va permettre d'installer un climat de confiance entre l'administration et l'usager. La première vertu de la transparence, c'est de permettre à l'usager du service public un accès facile déjà. On peut peut-être rappeler ici Kafka et Le Château, ce roman qui met d'une manière admirable cette angoisse même et ce sentiment que les usagers peuvent avoir le jour où ils ont besoin d'accéder à l'administration. Au château. Oui, l'administration, grâce aux informations, elle va permettre à l'usager du service public un accès facile à l'administration, grâce aux informations que celle-ci doit mettre à sa disposition, que ce soit sur son organisation, sur l'organisation de ses différentes structures, sur les procédures à suivre pour obtenir tel ou tel service, sur les voies de recours dont il dispose pour contester une décision qui le concerne ou le touche d'une manière ou d'une autre. La deuxième vertu, c'est qu'elle permet aux citoyens ou aux usagers d'une façon plus générale de contrôler. La transparence permet le contrôle de l'action administrative, car les informations ou les documents que ceux-ci sont en droit d'exiger ne les concernent pas nécessairement de manière personnelle. Je n'ai pas le droit d'accéder uniquement à mon propre dossier, à mon dossier nominatif. Je peux exiger d'avoir des documents qui concernent l'une quelconque des actions de l'administration. À ce sujet, le principe de transparence est renforcé d'ailleurs par la Constitution, par le droit d'accès à l'information, garanti par l'article 32, qui, même s'il ne concerne pas la seule administration publique, implique le droit de tout usager d'obtenir des documents et des données relatives à son action. L'administration publique doit répondre aussi à ce principe d'intégrité. En arabe, on parle de an-nazah. Nazah, exactement, intégrité, honnêteté. On présuppose toujours que l'administration agit de manière honnête. Elle n'a pas à agir de manière détournée ou préméditée, absolument, calculée. Absolument. Il n'y a pas de conspiration. Absolument, c'est ce qu'on suppose, n'est-ce pas, dans l'administration, mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, nous avons cela exprimé en termes d'obligation. Aujourd'hui, c'est une obligation qui pèse sur l'administration et évidemment, toute écart par rapport à cette obligation expose son auteur à la responsabilité devant un juge. Et ce principe d'efficacité, Salsabil Qlibi, l'obligation de transparence qui pèse sur l'administration va l'acculer à agir de manière efficace. C'est comme si elle était dans un palace de verre et tout le monde suit ce qui s'y passe et ce que chacun y fait. Cela va pousser les personnes qui agissent, les agents publics, lorsqu'on est exposé, lorsqu'on agit en toute transparence ou lorsqu'on est la cible de tous les regards, on est poussé à agir de manière intègre et honnête, mais aussi de manière efficiente, efficace, c'est-à-dire optimiser les moyens qu'on a pour aboutir ou pour atteindre les objectifs qu'on s'est tracés ou qu'on doit atteindre. Donc tout cela, en fait, est relié à la transparence aussi. L'efficacité est reliée à la transparence. On finit aussi avec cette dernière notion qui est la redevabilité. Amel, vous allez peut-être le remarquer, en fait, tous ces principes et toutes ces règles
dont nous parlions jusque-là sont reliées. On peut considérer qu'elles sont inséparables. En droit, on parlait surtout de responsabilité. Il y a une différence. La redevabilité, elle est plus large. Ce n'est pas uniquement une question de respect de la loi. C'est aussi une question d'efficience, d'efficacité. C'est-à-dire, il est redevable des objectifs qu'il s'est tracés et qu'il doit atteindre dans les meilleures conditions et avec les meilleurs moyens, c'est-à-dire avec le moindre coût. Tout cela fait que la redevabilité de l'agent public se rapporte à l'adéquation des moyens qu'il a déployés en vue d'assurer le service qu'il est tenu d'offrir, à l'optimisation à laquelle il est tenu de résultats et de la nature des moyens qu'il a utilisés pour aboutir à ces résultats, de la manière dont il a mobilisé ou non d'ailleurs ses ressources pour aboutir à ces résultats. C'est l'argent du contribuable. Tout à fait. Et les moyens financés par l'argent du contribuable. Exactement. Être redevable de quelque chose, c'est rendre des comptes, mais c'est plus large que la responsabilité parce qu'on ne rend pas de compte ici, en ce qui concerne cette question, uniquement par rapport à la légalité de notre action, c'est-à-dire devant au respect justice, de la loi, devant la justice, et par rapport au respect de la loi, mais par rapport à d'autres critères et donc à d'autres exigences, d'autres attentes de l'usager, du citoyen ou de l'observateur. Voilà, Salsabil Qlibi, ainsi on aurait fait le tour de ces trois articles 14, 15 et 16 de la Constitution. Merci infiniment Salsabil Qlibi. Aux auditeurs et aux auditrices, je donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Ad litteram. Ad litteram. La Constitution expliquée à la lettre. Ad litteram. Par Amel Chehid. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel.